Mais avec vous, c'est d'abord, c'est vrai, hein, l'infatigable militant de la lutte contre le sida que nous recevons sur ce plateau, président fondateur notamment d'ELCS, élus locaux contre le sida, et puis premier élu français à avoir révélé votre séropositivité. C'était en mai 2002, on va y revenir d'ailleurs hein, dans un instant. Et vous avez par ailleurs publié chez Michelon Plus vivant que jamais. Et ça, c'est un journal adressé à Christophe, votre époux aujourd'hui disparu. Je l'ai dit en vous présentant, vous découvrez votre séropositivité en 2002. Autrement Non, dit, non, non, 87. 87. Alors, je la révèle publiquement, je l'ai dit publiquement, parce que j'étais devenu évidemment, comme beaucoup, un militant de la lutte contre le sida, après avoir perdu forcément tous mes amis. Et il fallait à un moment, puisque je passais mon temps à dire que c'était pas une maladie honteuse, une maladie taboue, que je le dise moi-même. Et c'était pas simple, d'ailleurs, je pense que je suis encore le seul élu à l'avoir dit aujourd'hui, mais en fait, je suis infecté depuis 1987, c'est-à-dire, je sais pas, 33 ans. 33 Autrement dit, ans vous êtes aujourd'hui. un survivant parce qu'en 1987, la trithérapie Ça n'existait pas. La trithérapie, on la découvre 95, Ouais, 96. tout à fait. Ça a été un soulagement immense, j'imagine, d'apprendre que vous pouviez voir un traitement émerger. Alors pour moi, oui, pour beaucoup, c'était aussi difficile parce que, et Jean-Louis, qui a été un des premiers professeurs à s'être occupé des patients, le sait, c'est-à-dire qu'on était quand même des personnes qui étions condamnées. Hein, quand on apprenait qu'on était séropo, moi quand je l'ai appris en 87, je pensais que je connaîtrais jamais mes 30 ans. Et arrive en 95 où on avait épuisé, il nous l'expliquera après, tous ces traitements qui faisaient beaucoup de mal aussi, mais qui nous ont permis de survivre. Arrivait ce qu'on a appelé cette trithérapie, ces nouvelles molécules qui nous disaient en fait vous allez vivre. Mais en fait, nous, on ne nous avait pas dit qu'on allait vivre. Vous savez, il y a des gens, ils ont arrêté de travailler pendant 10 ans. Ils ne pouvaient plus travailler. Certains avaient été ouvriers, ils n'étaient plus capables de faire ce travail-là. Et d'un seul coup, on nous ouvrait un horizon. Et pour certains, ça a été très difficile. C'était un espoir fantastique, mais en même temps, quand vous êtes un condamné, c'était aussi le grand paradoxe de ces années-là. Mais évidemment que c'est fantastique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi, je vous dis, ça fait 33 ans que je vis avec ce virus. Je suis un survivant, et ça, c'est aussi toujours difficile de penser à tous ces gens qu'on a aimés les uns les autres, et qui sont tous partis. Moi, j'ai perdu tous mes amis du VIH que j'avais connu à Paris. Dans les années 80. Et en même temps, c'est fantastique aujourd'hui de se dire que aujourd'hui, une personne séropositive, elle a la même espérance de vie qu'une personne séronégative. Donc on voit que les progrès médicaux, merci Jean-Louis, merci à tous les médecins, à tous les chercheurs, ont été fantastiques. Mais par contre, les progrès sociétaux ne sont pas à la hauteur et ça reste paradoxalement, en 2021, une maladie honteuse, une maladie taboue. Et là, on a encore beaucoup, beaucoup de travail. Vous faites donc partie des premiers à utiliser la trithérapie. J'imagine qu'on n'en est pas à l'époque de 2021 avec cette histoire de Loïc, avec ce virus qui devient indétectable avec la dernière génération de trithérapie. Non. Elle était acceptable Elle était très dure parce que cette trithérapie à votre époque? C'était acceptable parce qu'on allait revivre quand même. Mais moi, à une époque, j'avais 25 cachets à prendre tous les jours. Faut voir aujourd'hui, c'est 1, 2, 3, ça dépend des personnes, des résistances qu'ils peuvent avoir. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'avait permis à une époque d'obtenir que le sida soit grande cause nationale, parce que j'étais allé dans le bureau de Raffarin et tout le monde disait, bon, le sida, on en a marre, ça dure, etc. Puis maintenant, vous avez des traitements, ça suffit. Et j'avais explosé tous mes cachets sur sa table à Matignon. Et quand il avait vu tous ces cachets, alors que tous ses collaborateurs lui disaient, aujourd'hui, le sida, c'est rien et tout, il m'avait posé des questions, il n'en revenait pas. Il me dit, mais vous prenez tout ça? Et c'était quelque chose, c'est vrai. Mais en même temps, ça nous permettait de vivre. Donc on ne va pas non plus s'en plaindre. Mais ces médicaments, à ceux qui, comme moi, ont vécu tout ce temps-là, ont fait évidemment aussi beaucoup de mal, mais ont permis qu'aujourd'hui, je sois avec vous. Alors, dernière question, puis on va revenir à quelques chiffres concernant la France, hein, pour commencer. Aujourd'hui, combien de médicaments vous prenez? Est-ce que vous en prenez 2, comme Loïc dans ce documentaire? Est-ce que vous avez la dernière génération des traitements en trithérapie aujourd'hui? Alors, en antirétroviral, aujourd'hui, j'ai 2 molécules. J'ai même pas une trithérapie, j'ai une bithérapie. Et par contre, évidemment, bon, j'ai du diabète, etc. Un peu les conséquences les effets secondaires. Mais en tant que médicament contre le VIH, j'ai simplement un cachet à prendre une fois par jour et qui a 2 molécules, c'est tout. C'est pour la France. Il y a 24 000 personnes en France qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. En fait, c'est elles qui transmettent. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut que le dépistage...
où on a presque toutes les formes, et en plus, l'année prochaine, à partir du 1er janvier, tout le monde pourra aller dans un laboratoire sans ordonnance, gratuitement faire un test. Ça a été fait à Paris actuellement et à Nice, ça va être généralisé partout. Et ça, c'est extrêmement important, mais je l'espère continuer parce qu'il va vous dire, c'est vrai, nous, on est ici, et c'est ça qui est aussi extrêmement douloureux, on a cette chance, mais quand on est en Russie ou dans les pays du Sud, malheureusement, il n'y a pas un système de santé et des traitements pour toutes et tous. C'est pour ça que les gens, il y a eu aujourd'hui, il y a 2200 personnes qui sont mortes du sida dans notre journée. Autrement dit, dans notre pays, la clé, c'est la protection, le préservatif, j'imagine, et puis le dépistage. Le dépistage. Et la PrEP. Et la PrEP. Le traitement pré-exposition. On a un truc révolutionnaire. On a un truc révolutionnaire. Enfin, Jean-Luc Romero faire une moue un peu dubitative néanmoins sur les propos tenus par Jean-Louis Touraine. Je suis évidemment d'accord avec Jean-Louis et qu'il y a eu un effort considérable que la création du Fonds mondial et Jacques Chirac notamment qui a porté en tant que président. C'est un président qui a quand même beaucoup porté ce combat. United, etc. Tout ça sont des choses fantastiques. Les Américains. Voilà, tout à fait. Tout ça sont des choses évidemment formidable. Mais je mettrai quand même juste une petite nuance quand même sur l'argent, parce que, et on le voit bien en cette période de Covid, parce que au lieu de traiter 2 épidémies en même temps, est-ce qu'on peut quand même, parce qu'en plus les sommes qu'il faut pour le VIH ne sont quand même pas aussi extraordinaires que ça. Vous le disiez, il y a quand même 2200 personnes qui meurent tous les jours du VIH. Certaines pourraient aujourd'hui ne plus mourir. Et pour ça, il y a un problème d'argent quand même, parce que avant la Covid, on avait réussi, rappelle-toi Jean-Louis, on était en plus ensemble, vous deviez y être peut-être aussi, en tout cas votre organisation y était, on était à Lyon pour la reconstitution du Fonds mondial. Et là, on avait obtenu une demi-victoire puisque, sous l'impulsion du président français, on avait obtenu des sommes assez importantes, mais qui étaient quand même loin de ce qu'on a besoin. Il faut 28 milliards de dollars par an. Et 28 milliards, c'est pas si énorme que ça au niveau du monde. Avec ces 28 milliards de dollars, on pourrait permettre l'accès universel à la prévention, au dépistage, et puis l'accès au traitement. Parce que c'est ça qui est un peu aujourd'hui difficile, c'est qu'on a l'impression qu'il est dur de traiter les 2 choses en même temps, sans compter ces pays, on l'a évoqué, vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, la Russie. Mais c'est une honte ce qui se passe en Russie. Il faut quand même savoir qu'ils ont à peine 50% de gens qui accèdent au traitement. Et ce n'est pas un pays pauvre. Et là, c'est une volonté politique. C'est pour ça qu'il faut la dénoncer. Parce qu'en Russie, il y a des gens qui meurent, comme tu les as vus dans tes premiers patients dans les années 80, qui n'ont accès à aucun antirétroviraux parce que ce gouvernement ne leur permet pas. Ce gouvernement qui stigmatise les usagers de drogue et tous les programmes de substitution, c'est grâce à vous, c'est grâce à Médecins du Monde et à d'autres institutions qui viennent le faire. L'échange de seringues n'est même pas autorisé dans ce pays-là, alors qu'on sait que c'est un mode de transmission très très important. On stigmatise les usagers de drogue, on stigmatise les homosexuels et on est dans un pays à 3 heures de vol d'ici, où il n'y a pas de volonté politique, et cette volonté politique, elle est essentielle. Vous savez, nous on dit, avec les locaux contre le sida se soigne aussi par la politique, et aujourd'hui c'est ce qui manque dans certains pays, et notamment dans les pays de l'Est, et je dis que Poutine, dans ce domaine, il est vraiment en dessous de tout. Ce qui était terrible à cette époque, parce que quand sont arrivés les nouveaux traitements, un laboratoire avait proposé qu'on tire au sort les malades, et c'est le gouvernement français d'ailleurs qui a dit ça c'est inacceptable. Vous imaginez, toi qui étais à cette époque-là médecin qui t'occupait de patients, moi qui vivais avec ce virus et qui en avait besoin d'urgence, et on nous annonçait qu'on allait peut-être tirer au sort des malades. Et là la force à la fois du militantisme et là aussi du politique, qu'il faut le reconnaître, hein, notamment en France, c'est plutôt bien investi, a permis, comme par hasard, quelques mois plus tard, ces traitements, ils arrivaient, évidemment dans les pays riches, ils arrivaient, alors qu'on nous disait qu'il n'y avait pas de possibilité d'en fabriquer autant, ou on voulait augmenter les prix, enfin bref, parce qu'il y avait une volonté des militants, parce que c'est une des rares pathologies où les personnes qui ont vécu avec, dès le début, en 83, à Denver, des personnes vivant avec le VIH se sont réunies, et ils ont dit, nous, on va être acteurs de notre santé. On va se battre, on va essayer de voir toutes les connaissances qu'il y avait, parce qu'il y avait certes des spécialistes comme Jean-Louis, mais la plupart des médecins, ils n'avaient pas beaucoup de patients à l'époque, ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc ces malades, ces personnes atteintes, elles ont commencé à regarder toutes les recherches, à avancer, etc. Et elles ont d'une certaine manière, elles aussi, fait avancer la recherche par certaines intuitions. Et puis en tout cas, elles ont fait que les malades ont été entendus parce qu'ils se sont organisés et qu'ils ont dit au pouvoir public, vous ne pouvez pas rester dans l'inaction comme l'a
fait Reagan jusqu'en 87, le maire de New York, alors que dans sa ville, les gens mouraient les uns après les autres. La mobilisation a fait qu'en 87, tout a explosé, que les politiques ont dû enfin prendre en compte cette épidémie.